Un peuple, un but, une foi, c'est la devise du Mali, initiée par Léopold Sédar Senghor au moment de la Fédération du Mali. Elle appelle à l'union autour des valeurs de la patrie, décryptage dans le dossier 22 septembre de cette édition. Le port du casque sera obligatoire à compter du 1er octobre 2012 dans notre pays. La mesure concerne les conducteurs et passagers d'engins à deux roues et vise à réduire la mortalité due aux accidents de la route. Depuis quelques semaines, le prix du gaz butane a connu une augmentation dans notre pays. Pourquoi cette augmentation et comment la population a-t-elle accueilli cette décision du gouvernement? Les réponses dans cette édition avec Daisy Soko. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ce samedi 22 septembre, la République du Mali fêtera son 52e anniversaire, une célébration qui intervient dans un contexte marqué par une série de crises dont la plus grave est l'occupation du nord de notre pays par des forces rebelles et salafistes. À cette occasion, nous vous proposons le fait du jour avec la voix de Daouda Ndiaye. Ce 22 septembre, la République du Mali, offensée, agressée et meurtrie, célèbre les 52 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Héritière de grands empires et de prestigieux royaumes, la nation malienne, unie et fière, s'est imposée dans le temps et sur le monde, bravant les flots de la division et les doutes des désespoirs qu'engendre une époque en perdition. Plus d'une fois, le bateau Mali a tangué, mais jamais il n'a sombré, donnant ainsi la preuve à tous ceux qui en doutent qu'une nation à la civilisation multiséculaire survit toujours au déluge cyclique de tout cataclysme temporel. De crise en crise, d'époque à époque, le Mali survit. La nation malienne reste toujours présente, grande et brave, sur les terres fécondes qui ont vu naître et régner Soundiata Keïta, Damozon Diarra, Biton Koulibaly, Amadou Sékou, Soni Alibert, Askia Mohamed, Laménokal Firoun Ag Alansar, Tcheba et Babemba, pour ne citer que quelques illustres. Aussi les oiseaux de mauvais augure, les prophètes de malheur, qui s'essayent à taillarder les veines nobles de notre septentrion, qui prétendent instaurer la charia par le sang et les larmes, dévoilent tous les jours leur face satanique de narcotrafiquants, jouant avec la piété et l'humilité de tous ceux qui n'ont jamais voulu être que leurs frères, leurs coreligionnaires. À eux tous, à ceux qui croient en eux, et à tous ceux qui s'associent béats dans un fatalisme coupable, nous, le Mali, les Maliens, nous tendons les bras, le cœur ouvert, fraternel et sincère. Il n'est pas trop tard, revenez au bercail, la fleur au fusil, avec regret et repentance. Ce jour-là, nous dirons, Seigneur, pardonnez-leur. Alors, nous referons le Mali ensemble, même s'il faut notre sang. Un Mali uni et indivisible. Un peuple, un but, une foi, c'est la devise du Mali. Elle date de l'époque de la Fédération du Mali. Une devise que notre pays partage d'ailleurs avec le Sénégal pour immortaliser l'union qui a existé dans le temps, initiée par Léopold Sédar Senghor et approuvée par les pères de l'indépendance. Elle réveille au peuple le patriotisme. Notre reporter Mariam Sagara a rencontré de grands témoins pour en savoir davantage. Le reportage, c'est au cours de ce journal. Le Mali et la CEDEAO multiplient les échanges pour trouver une solution à la crise qui connaît notre pays. C'est dans ce cadre que le président de la République par intérim a reçu ce matin le ministre d'État ivoirien chargé des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Doukan, était porteur des messages du président en exercice de la CEDEAO au professeur Dioncounda Traoré. Ibrahima Traoré pour le compte-rendu.
Le Mali et la CEDEAO poursuivent leurs consultations régulières pour trouver rapidement une solution à la crise qui secoue le nord du pays. Arrivé ce jeudi à Bamako, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, accompagné de son collègue de l'intégration africaine, a été aussitôt reçu par le président de la République par intérim. Daniel Kablan-Duncan est porteur d'un message du président en exercice de la CEDEAO au chef de l'État, Dioncounda Traoré. La teneur du document n'a pas été dévoilée. Son contenu sera rendu public dans les prochains jours par les chefs d'État, dixit l'émissaire du président ivoirien. Les échanges continuent et c'est peut-être à l'issue de ces échanges qu'une déclaration sera faite définitivement sur ce dossier. Il nous faut faire en sorte que nous soyons partie prenante de bout en bout de ce dossier donc malien, et la réunion de la CEDEAO qui s'est tenue donc à Abidjan, tant au niveau des chefs d'état-major de la CEDEAO qu'au niveau donc du Conseil de médiation et de sécurité était consacré à ce dossier, de manière à appuyer fortement, disons que le Mali dans la reconquête donc du Nord, et à mobiliser la communauté internationale pour appuyer ces actions pour que donc ce dossier soit définitivement réglé. C'est le sens d'ailleurs de ces réunions et c'est le sens donc de la visite que nous avons, faite ici. L'entrevue a duré 3h20. Les deux parties semblent toujours avoir du mal à franchir le petit pas pour régler les derniers détails sur l'envoi de la troupe de la CEDEAO au Mali. L'urgence est là. Le dossier Mali doit être traité rapidement selon Daniel Kablan-Duncan, qui justifie aussi l'absence de la médiation burkinabé à cette rencontre. Le président de la commission, Kadri Ouedraogo, a une contrainte particulière et n'a pas pu donc être avec nous, mais ce n'est que partie remise. Dans le message remis au président de la République, il serait question de la situation des armes du Mali bloquées dans certains ports de la sous-région. Sur ce point, le ministre de la Défense rassure. Des dispositions sont en cours et très bientôt, ces armements-là qui sont en train d'être retenus en rade à l'entrée des bateaux, les dispositions sont en cours pour dépasser ces dernières difficultés. Et je pense que dans les jours à venir, ces armes nous seront rendues. Maliens et Ivoiriens se sont quittés avec de réels sentiments d'espoir. Les yeux restent rivés maintenant sur la réunion de haut niveau consacrée au Mali qui se tiendra mercredi prochain à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et justement, le Premier ministre en route pour l'ONU, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, a fait donc escale à Paris. Il a été reçu ce matin par le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Les entretiens ont porté sur la situation sécuritaire au Mali et l'Assemblée générale des Nations unies. À la fin des échanges, Laurent Fabius s'est confié à notre reporter Makanfin Konaté, des propos que vous aurez dans nos prochaines éditions. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était lui à Bruxelles, où il a rencontré les plus hautes autorités de la Commission européenne. L'objectif de la mission était d'informer le partenaire sur la situation sécuritaire, politique et économique du pays. Les représentants européens ont profité pour féliciter les autorités pour leurs efforts qui ont conduit à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Au terme des échanges, les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue pour hisser la coopération entre le Mali, l'Union européenne et la Belgique à un niveau supérieur. De Bruxelles, le reportage de Fatim Diallo. Journée bien remplie ce 19 septembre pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui, déjà à sa descente du train, s'est entretenu avec M. Blanco Lopez, directeur Afrique de l'Ouest du Service européen d'action extérieure, en partance justement au Mali pour des échanges avec les plus hautes autorités sur la problématique de la sécurité au Sahel. Avec toutes les personnalités rencontrées à la commission, le message était le même. Je suis venu plaider auprès de vous notre cause, répondre aux préoccupations qui sont les vôtres et espérer que la coopération puisse reprendre et trouver le moyen de créer un mouvement créatif pour aider le Mali dans l'intérêt de tous. Je suis venu à Bruxelles justement pour porter le message du gouvernement du Mali, de l'État du Mali, à nos partenaires, en leur faisant comprendre qu'il y a eu beaucoup de progrès réalisés sur le plan politique. Que nous avons besoin du soutien de nos amis. Nos deux objectifs, c'est remettre l'État en situation et en position de réinstaller l'administration et la souveraineté au nord. Et
Deuxièmement, pouvoir organiser dans les plus brefs délais les élections pour qu'un pouvoir d'une nouvelle légitimité, d'une nouvelle légalité s'installe afin de continuer. La démarche du ministre a été appréciée par la partie européenne qui se réjouit des progrès que le Mali est en train de réaliser à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la volonté des autorités à engager un dialogue constructif pour la restauration de l'intégrité territoriale, de l'autorité de l'État et l'organisation des élections dans un bref délai. Les indications que vous nous donnez sont encourageantes, puisqu'effectivement la Belgique plaide au Mali comme ailleurs pour le maintien de l'intégrité territoriale. Ce que vous nous dites sur la volonté de préserver l'ensemble des composantes ethniques de la population malienne et d'éviter toute forme de discrimination, toute forme de violence, et sur le maintien aussi souhaité du caractère laïque de l'État sont aussi des messages encourageants. Nous sommes très contents, il y a maintenant un gouvernement d'unité nationale. C'est la première occasion que j'ai eue de rencontrer un ministre du nouveau gouvernement. Donc, ce soit très utile pour moi d'avoir votre perspective sur l'évolution de la situation, surtout à Bamako, avec la création, la formation de ce gouvernement. Mais aussi moyen de faire face aux défis. Le ministre a fait savoir à ses interlocuteurs que le gouvernement fera connaître prochainement sa feuille de route qui sera soumise aux différents partenaires. Le dialogue continuera jusqu'à la reprise de la fructueuse coopération qui a toujours existé entre le Mali, la Belgique et l'Union européenne. La partie européenne a exhorté le ministre à continuer d'informer la communauté internationale sur la situation au Mali, car c'est le contact direct et humain qui facilite la compréhension. Activité gouvernementale toujours, le ministre de la Justice Garde des Sceaux vient de regagner Bamako en provenance de Genève en Suisse, où le ministre Malik Coulibaly a représenté le Mali à la 21e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Au cours de la rencontre, le ministre de la Justice a informé l'Assemblée sur la situation des droits de l'homme au Mali, notamment celle relative aux 3 régions du Nord sous occupation de divers groupes terroristes. Nous vous proposons ici un extrait du discours prononcé à cette session par le ministre de la Justice, Malik Coulibaly. Les organisations criminelles qui sévissent au nord du Mali n'épargnent rien dans leur furie destructrice. Même les écoles, les hôpitaux et les édifices religieux ont été détruits ou pillés et des enfants ont été enrôlés et exploités. Madame la Haut-Commissaire, la situation que vous venez de dépeindre est source de souffrances indescriptibles et de traumatisme pour les populations des régions du nord de mon pays. Elle a provoqué le déplacement massif des personnes à l'intérieur du Mali ou dans les pays voisins et hypothèque dangereusement la stabilité de l'ensemble de notre sous-région. Outre les régions sous-occupées, dans le reste du pays, les convulsions politiques ont eu des répercussions négatives sur la situation des droits de l'homme. Ainsi, certaines violations des droits de la personne humaine ont pu être observées ailleurs qu'au nord du Mali. Le gouvernement de la République du Mali s'est énergiquement élevé contre ces agissements en faisant diligenter des enquêtes et procédures appropriées. Voilà un extrait donc du discours du ministre de la Justice à la 21e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'était à Genève. Célébration ce matin à Bamako de la journée nationale de la maternité à moindre risque, édition 2012. Il a été question de promotion des bonnes pratiques pour venir à bout de la malnutrition chez les femmes enceintes et les enfants. Parmi ces pratiques figurent le suivi régulier des consultations prénatales et la consommation des produits maraîchers par les femmes enceintes. Selon les statistiques au Mali, la malnutrition touche 10,4% des enfants de 0 à 5 ans, dépassant ainsi le seuil de gravité de l'OMS qui est de 10%. Ramata Konaté nous donne plus de détails. La malnutrition chez la femme enceinte et l'enfant, l'épineuse question était sur toutes les lèvres en commune 6 pour célébrer la journée nationale de la maternité à moindre risque. Pour cette 8e édition, les yeux sont braqués sur les communautés et les collectivités pour venir à bout de la malnutrition au Mali. Malgré les efforts consentis,
Elle constitue un problème récurrent dans notre pays, selon une étude réalisée il y a 1 an par le Mali et ses partenaires. L'enquête nutritionnelle SMART indique un taux de 10,4% de malnutrition aiguë globale chez les enfants de 0 à 5 ans, dépassant ainsi le seuil de gravité de l'OMS qui est de 10%. Aussi, l'enquête mixte réalisée en 2010 a révélé que 55% des femmes en âge de procréer sont anémiques. Or, le faible poids d'une femme avant une grossesse est un facteur de risque important pour le déroulement et l'issue de la grossesse. Ce qui explique la nécessité de combattre la malnutrition chez ces groupes cibles. La journée de la maternité à moindre risque, c'est aussi un regard rétrospectif sur les acquis et les défis en matière de prise en charge de la malnutrition en commune 6. La Fellation commune 6, avec l'appui de la CEF, a eu à former 220 relais communautaires pour la prise en charge de la malnutrition aiguë. Au-delà de ces 220 relais, nous avons eu à former des points focaux au niveau de chaque CESCOP. Notre seul problème principal est le manque d'intrants pour la prise en charge de ces femmes et ces enfants. Les ambassadeurs de la campagne Tous et Chacun ont été honorés pour leur engagement dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les 5 récipiendaires ont prôné la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et alimentaires. Parmi ces pratiques, le suivi régulier des consultations prénatales, la consommation des produits potagers par les femmes enceintes, l'allaitement exclusif des nouveau-nés après les 30 minutes de l'accouchement et jusqu'à 6 mois. Je vous l'annonçais dans les titres, le port du casque sera obligatoire dans notre pays à compter du 1er octobre 2012. Cette décision fait suite aux multiples cas de traumatisme crânien dont sont victimes les motocyclistes. Ainsi, pour leur sécurité, le thème du port du casque a été largement évoqué à la 5e session du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. Le compte-rendu de Mahamadou Doumbia. Le rapport d'activité 2011 et celui du premier semestre 2012, la situation d'exécution du budget de l'année 2011, la relecture du règlement intérieur du conseil d'administration sont entre autres les points clés. Ce programme est centré sur les grands problèmes de sécurité routière qui se posent dans notre pays, notamment le port de casque, le renforcement des capacités de contrôle et de sanction, le renforcement de la sécurité des routes, la dynamisation du système de collecte des données d'accidents de la route, l'élaboration du document de la politique nationale de la sécurité routière et surtout l'organisation de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. En dépit des résultats acquis, des défis demeurent. Il s'agit aujourd'hui de réduire le nombre d'accidents de la circulation. Largement impliqués dans les accidents de la circulation, les motocyclistes sont souvent victimes ou même auteurs de plusieurs cas d'accidents qui malheureusement se terminent dans les hôpitaux. 80% des accidents impliquent au moins un engin à 2 roues. 70% des victimes de 2 roues le sont par traumatisme crânien ou meurent des suites des blessures de la tête. Le gouvernement a décidé au dernier Conseil des ministres de rappeler l'application du port obligatoire de casque. Une minute de silence au début de ce conseil a été observée en la mémoire de ceux ou celles qui sont tombés suite aux problèmes du nord du Mali ou au cours des accidents de la circulation. Et justement, malgré des messages et autres actions de sensibilisation menées par l'État, le refus des motocyclistes de porter le casque perdure. C'est pourquoi il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller vers la répression pour rendre le port du casque obligatoire. Et bien, à partir du 1er octobre, les conducteurs et passagers des engins à 2 roues sans casque de protection sont passibles à des sanctions. Pour cela, suivons ce reportage de Mohamed Diarra. L'on n'a pas besoin d'avoir des statistiques pour se rendre compte de l'incivisme notoire des motocyclistes de la circulation routière. Le premier signe de cet incivisme, c'est bien sûr le non-respect du port du casque. Je ne porte pas de casque parce que ça me dérange un peu. Moi, je les conseille de porter toujours les casques, vraiment. Le casque, ce n'est pas obligatoire? Bon, ce n'est pas important pour moi.
Et pourtant, les utilisateurs d'engins à deux roues n'ignorent pas tous l'importance du casque. Ils s'accordent aussi que le port du casque constitue la première mesure de sécurité qui permet de sauver des vies. Si je fais un accident comme ça, en cas, le casque peut me protéger contre ça. Donc ça peut me protéger bon, contre beaucoup de choses. Si, c'est nécessaire, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas porté. C'est très nécessaire. C'est le moyen qui manque. Au service des urgences du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, les responsables nous ont affirmé qu'ils reçoivent en moyenne une cinquantaine d'accidentés motocyclistes par jour, dont 98% ne portent pas de casque. Des propos confirmés par cet accidenté qui souffre de fractures au niveau du bassin. En tout cas, le code de la route est suffisamment clair là-dessus. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pour non-port du casque. Vous payez un engin à 2 roues, vous devrez en même temps payer un casque. Et pour vous, le conducteur, et pour les passagers, tout usager qui conduit une moto est obligé de porter le casque. Celui qui prend également le passager est obligé de porter le casque. Donc le code est très clair là-dessus, c'est l'article 27 alinéa 1, n'est-ce pas, des conditions de circulation. On vous prend, vous n'avez pas de casque, vous êtes verbalisé. Le conducteur de tricycle doit porter. Pour donc mieux lutter contre l'insécurité routière, le gouvernement a créé l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, une structure qui a mené des actions de sensibilisation et d'information, surtout sur l'importance du port du casque. Des efforts qui ont tendance aujourd'hui à demeurer vains. Le temps de la carotte est donc révolu. L'heure du bâton a sonné. On doit rendre ce port de casque obligatoire, vraiment. Parce que nous assistons chaque année beaucoup d'accidents pour leur propre protection, pour la protection de leurs passagers. Donc on doit rendre ce port-là obligatoire. Et le port-là même doit être obligatoire parce que le code, c'est dans le code. Des avis partagés par bon nombre de motocyclistes et même des revendeurs de casques. Normalement, ça doit être exigé, vraiment. Bon, le casque de l'Union Wajiba, quand il y a quand il y a puisque Ngolo, casque de Ngolo de Nebe Mutoka. Le port du casque est certes nécessaire et reconnaissent les motocyclistes. Mais il faut des casques de bonne qualité. Les casques qu'on porte ici ne sont pas en norme. Ça ne sert à rien, ça ne protège pas. Peut-être. Il faut me faire français, mais modèle Kodo. Les casques originaux, le casque a certes un coût, mais la vie humaine n'a pas de prix. Ah oui. La vie n'a pas de prix, merci Mohamed. Et cette déclaration du parti ANCD Mali, le bureau politique national du parti ANCD Mali, condamne fermement la publication de la caricature condamne fermement la publication du film de la caricature du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Amnesty International Mali a organisé ce matin une conférence de presse sur les violations des droits de l'homme dans le nord du Mali. L'objectif était d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. C'était en présence de la première victime d'amputation par le Moujao dans le cercle d'Ansongo à Gao. Alpha Mega compte rendu. Voici la première victime de l'application de la charia par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Al-Hadar Ag Mahmoud, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été amputé de la main droite. C'était, souvenez-vous, le 8 août dernier à Ansongo, dans la région de Gao, une zone sous occupation des mouvements armés, bientôt 200 jours et qui coïncide avec le 52e anniversaire de notre indépendance. Autour de cette table avec les responsables d'Amnesty International, il s'agit pour eux d'informer les hommes de médias sur les violations inhumaines, voire dégradantes sur l'homme. Nous l'avons amené pour témoigner. Nous avons aussi dénoncé les disparitions forcées. Nous avons dénoncé les emprisonnements illégaux. Nous avons aussi dénoncé les violences faites aux femmes. Nous avons publié un rapport. Nous ne pensons pas qu'en 2 ou 3 semaines, en 2 ou 3 mois, on puisse former des gens pour aller défendre tout un État alors qu'il y a une armée. Et donc,
Nous considérons que c'est des chairs à canon qu'on est en train de faire. Au Mali, nous sommes en train de vivre une situation très grave de violation des droits humains. En attendant la libération totale des régions du nord du Mali, outre ce que les populations vivent, déjà 7 personnes ont été amputées de mains et de pieds. Plus d'une vingtaine de personnes entre leurs mains attendent ce que demain sera pour eux. Triste réalité, un peuple, un but, une foi, c'est la devise du Mali. Elle date de l'époque de la Fédération du Mali. Une devise que notre pays partage d'ailleurs avec le Sénégal pour immortaliser l'union qui a existé dans le temps, initiée par Léopold Sédar Senghor et approuvée par les pères de l'indépendance. Elle réveille aux deux peuples le patriotisme. Notre reporter Mariam Sagara a rencontré de grands témoins pour en savoir davantage. Suivons ensemble ce reportage. Le Mali, c'est 1 241 238 km² et une devise forte. Un peuple, un but, une foi. Devise qui lui a été donnée par les pères fondateurs. Un peuple, un but, une foi. Un passé, un présent et un avenir. Un peuple, un but, une foi. C'est un Mali, un sage, poli. Moi, je l'ai connu depuis à l'âge de 8-9 ans comme ça. Un peuple, un but, une foi, ça vient de Senghor, du président Senghor. C'était pratiquement incorporé dans l'hymne de la Fédération du Mali. Parce que le président Senghor fut l'auteur de l'hymne de la Fédération du Mali. La Fédération a eu le destin que vous connaissez. Nous nous sommes rentrés sans rien. Nous n'avions ni drapeau, ni médaille, ni hymne, rien. Et le président m'a demandé de réfléchir à l'hymne. Cette devise, un peuple, un but, une foi, fait la fierté et la gloire des Maliens. Nous la partageons avec les Sénégalais depuis la Fédération. La même devise qui se trouve sur le Sénégal. Aussi, oui. Le même drapeau. Oui. Nous nous sommes tous divisés, mais nous l'avons gardé. Mais nous, ils n'ont pas voulu prendre le nom de Mali. Et nous avons forcé. Modibo dit que le nom de Mali va sonner comme un gong. Lorsque le problème de l'hymne a été posé, il m'a fait appeler, après avoir refusé les propositions du pianiste du Grand Hôtel. Je te demande une chose, pour l'hymne, il faut garder un peuple, un but, une foi. De Senghor, ça va être un point de rencontre entre le Sénégal et nous. C'est suite à une insistance du président Modibo Keïta. Il dit que nous passons, mais demain, la jeunesse se souviendra que nous avons la même devise que le Sénégal. Et pourquoi? Connue de la plupart des citoyens, la devise du Mali constitue le trait d'union entre les nationaux d'une part et entre les Africains et les Maliens d'autre part. Tous les Maliens doivent avoir un but et puis un devoir commun, l'union totale, l'union sacrée autour du Mali. Ancienne colonie française, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960 avec l'éclatement de la Fédération. Le président Senghor nous a dit pourquoi un peuple? C'est pour lutter contre le tribalisme, contre tous les morcellement, contre les déchirements. C'est pour chanter la cohésion nationale. Parce qu'on doit aller ensemble. Le but est connu, c'est l'épanouissement social, culturel, évidemment économique. La foi, c'est ce qui va nous animer et ce qui doit animer notre jeunesse, du commencement jusqu'à la fin. À travers sa devise, le Mali reste un exemple pour l'Afrique. Le président Senghor a dit, on est différents, mais les différences enrichissent. Les différences n'appauvrissent pas. Chacun vient avec son apport. Ça constitue la nation. Ce peuple qui a un seul but et une seule foi se trouve aujourd'hui dans des tourmentes de ceux qui n'ont jamais compris le sens de l'union. Cette devise rattachée à l'hymne national, au drapeau, illustre l'engagement, le dévouement et la bravoure des dignes fils de ce pays qui se sont battus sous d'autres cieux pour honorer la patrie.
Le souci des pères fondateurs est de voir ce Mali un et indivisible avec sa devise qui porte haut dans le temps et dans l'espace. Comme la foi existe, la foi soulève des montagnes. Moi, je ne désespère pas. J'ai confiance. Nous avons, nous, les bérets blancs, avec nos cheveux blancs. Et bien, ces cheveux blancs-là, nous présentons ça aux différents bérets. Et bien, pour la paix, la cohésion. La reconquête des régions du Nord permettra de consolider la devise un peuple, un but, une foi. Sur un tout autre plan, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a clôturé ce matin la campagne de reboisement de l'espace aménagé de Zambougou dans la commune rurale de Wili-Sebougou. L'initiative est de l'association des ressortissants du Djitoumou. Le compte rendu de Fadem Baketa. Ce coup d'envoi du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement est une manière d'encourager l'association des ressortissants de Djitoumou, une association engagée dans une vaste campagne de reboisement des 71 villages des communes rurales de Wili-Sebougou et de Sanankoro Djitoumou. Cette plantation de 400 pieds d'eucalyptus sur cet espace de 2 hectares s'ajoute aux 1670 plants existants. L'initiative traduit la volonté de l'association et des populations des différents villages de donner un nouveau visage à leur environnement. Planter des arbres et les maintenir, ce n'est pas évident. Ça fait 10 ans, 15 ans que nous sommes dans cette activité. Et il n'est pas certain que si on faisait un retour sur ces anciens villages, nous y sommes passés à plusieurs reprises. Donc, il y a des arbres. Est-ce que ces arbres, dans quel état ils sont? C'est un problème. C'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il fallait changer la méthode. La campagne de reboisement 2012-2013 qui tire vers sa fin réconforte les autorités de la 2e région chargées de la protection de la faune et de la flore. Ce acte, affirme le premier responsable du département, est un exemple à suivre. Le reboisement, c'est surtout la protection. Et ils ont soulevé ces problèmes de protection. Je pense que nous serons en contact ensemble pour voir s'ils ont eu l'initiative effectivement de planter. Maintenant, voir comment effectivement protéger. Protéger en termes de règles d'abord, qui doit avoir accès aux parcelles protégées, et aussi en matière de clôture, surtout pour éviter la divagation des animaux sur la parcelle. La délégation a visité la mare de Djakatou avant de se rendre sur les sites de réalisation tels le bosquet de Tinkele et le jardin scolaire de Zambougou. Partout où elle est passée, l'animation était au rendez-vous. La directrice régionale de Oiko Crédit pour l'Afrique francophone séjourne présentement dans notre pays, occasion pour elle de rencontrer les différents partenaires du Mali pour échanger avec eux sur le fonctionnement de la microfinance dans notre pays. Amadou Ouattara était à la rencontre. Investisseurs solidaires qui luttent contre la pauvreté dans les pays en développement, Oiko Crédit offre aux entrepreneurs la possibilité d'accéder à un financement. La directrice était venue à Bamako rassurer les Maliens pour juguler la crise que traverse notre pays. En période de crise comme celle que traverse le Mali, ceux qui souffrent le plus, ce sont les paysans. En plus, nous avons vu que cette année, la saison est bonne. La pluviométrie est bonne. Et donc, c'est l'occasion de financer les paysans pour qu'ils puissent produire suffisamment et nourrir le Mali. C'est ça aussi le sens de notre présence ici à Bamako. L'institution de microfinance Oiko Crédit menait des actions au Mali depuis 2002, avant d'ouvrir ses portes 3 ans plus tard. Nous avons au total investi près de 9 milliards au Mali, dans le secteur de la microfinance, dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur même de la santé. Ce sont des financements à base de crédit. Et le secteur de la microfinance représente aujourd'hui environ 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de financement. Ce déjeuner qui a regroupé autour d'une même table Oiko Crédit et ses partenaires a servi de cadre pour cerner tous les problèmes liés aux conditions de fonctionnement de la microfinance au Mali. Une trentaine de ruminants ont été saisis par le 10e arrondissement du district de Bamako. Les auteurs du vol sont des jeunes
qui ont orienté leur opération vers des concessions rurales aux alentours de Bamako. Mamourou Sidibé est allé voir. Décidément, le professionnalisme des hommes du commissaire principal Adama Baradji se confirme de jour en jour en cette fin d'année. Il vient de cueillir à froid les voleurs d'animaux. L'opération a permis de mettre la main sur une trentaine de petits ruminants, un taurion et une vache. Ces deux délinquants, c'est des voleurs. Le premier, c'est Mamadou Diarra, qui a été arrêté à la date du 19 à 4h30 du matin. Il a été trouvé en possession de 6 moutons. Au cours de notre investigation, ce sont leurs propres parents même qui nous ont informé que ces gens-là, ils volent non seulement du bétail et ils volent également des motos. Le second, c'est El Hadj Talsi, qui a été appréhendé également à la même heure. Là encore, eux aussi, ils étaient au nombre de 3. Et les éléments ont intercepté entre Senou et Djatula. Un investigateur avisé, les policiers du 10e arrondissement savent quand et où opérer. Nous avons compris qu'à chaque fois qu'il y a orage, il y a la fraîcheur, bon, les gens dorment profondément et les malfaiteurs commencent aussi à évoluer à partir de 2h, 3h du matin jusqu'à 5h du matin. En présence de l'équipe de reportage, tous les petits ruminants ont été enlevés par leurs propriétaires et ceux des gros ruminants ont été annoncés. Nous abordons à présent ce sujet qui touche tous les ménages maliens. Il s'agit de la hausse du prix du gaz butane. On se rappelle qu'au début du mois, le gouvernement du Mali a annoncé une hausse du prix de la bonbonne. Ainsi, celle de 6 kg est passée de 2500 à 3500 francs CFA et celle de 12 kg de 10 000 à 11 000 francs CFA. Une hausse qui a créé la surprise chez les consommateurs. Qu'est-ce qui justifie donc cette augmentation? Comment les consommateurs, revendeurs et importateurs ont-ils accueilli cette décision des autorités? Ndeye Sissoko et Aliou Touré sont allés voir. Le 1er septembre 2012, le gouvernement a annoncé une hausse des prix du gaz butane. Une augmentation due à la réduction de la subvention accordée par l'État à la filière gaz. En effet, depuis 2003, le gouvernement malien s'était engagé à subventionner le gaz naturel jusqu'à hauteur aujourd'hui d'un peu plus de 7 milliards de francs CFA pour réduire la consommation en bois et protéger ainsi notre environnement. Suite à une intervention du SILS, les pays membres du SILS, pour préserver la forêt, protéger l'environnement. Alors, chaque État membre du SILS a eu à mener sa politique de subvention de façon souveraine. Depuis, le gaz est à la portée de tous, triplant même notre consommation qui est passée de seulement 1800 tonnes à un peu plus de 12 000 tonnes en 2011. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de payer cette subvention car, depuis la crise de mars 2012, les partenaires techniques et financiers ont quitté le Mali, amenant ainsi notre pays à puiser dans ses propres ressources. Le gouvernement juge donc cette hausse économiquement légitime. L'État a préféré quand même qu'il y ait fait un choix, c'est-à-dire qu'il mieux vaut avoir le produit disponible que de ne pas l'avoir du tout. Le prix du gaz aussi, le prix fournisseur augmente de jour en jour également. C'est un facteur que nous ne maîtrisons pas du tout. Donc, de ce fait-là, la subvention ne fait qu'augmenter également et le montant prévu ne couvre plus. Cette décision a naturellement créé la surprise chez les consommateurs qui ne s'y attendaient pas et qui sont unanimes, c'est trop cher. Moi, j'aurais voulu qu'on diminue le gaz si on veut faire le reboisement et faire en sorte que les gens utilisent moins le charbon et le bois. Je pense que dans ce cadre, on devait quand même réduire assez. Vraiment, donc on fera la songa à Madjaï parce que Gelab du Gouron. À gaz, on a pris banane. Parce que le problème est que Mali fait na galère. Et bien continuer à sa galère là. Après qu'on fait tout ni noya nana, à te beau galère qu'il n'a tout. Quant aux revendeurs, ils sont nombreux à déplorer cette situation. Avec l'augmentation, vraiment les gens commencent à se plaindre. Vu la condition actuelle des gens, vu la situation du pays, vraiment ça va pas. Hakilam ben nabi. D'offre les gazika, ouais, kololo pas de villa on fait que là au mabi. C'est qu'à ça que à Kemeduru est un soroli tunga gelé.
Même si certains d'entre eux comprennent le gouvernement. Moi, je pense que la politique, c'est pour que à son moment l'État malien peut supporter à Kula, à Madon. Donc à 3500, moi je pense que c'est raisonnable. Pour mieux cerner la question, nous avons approché 2 associations de consommateurs. Si la première est en phase avec l'État, il n'en est pas de même pour la seconde. Nous sommes d'accord avec cette augmentation parce que nous avons suivi le processus. Donc bien que nous soyons pour la promotion du gaz, nous n'avons pas compris qu'au mois de novembre 2011, le gouvernement a procédé à une augmentation de 500 francs sur le prix du gaz et que moins d'un an après, qu'on arrive à une augmentation à hauteur de 1000 francs. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec cette augmentation et nous avons demandé au gouvernement vraiment de revenir là-dessus. Les avis divergent chez les consommateurs, mais sont identiques chez les importateurs qui, tout en se mettant à la place de la population, n'oublient pas qu'ils ont des engagements et doivent rentrer dans leurs fonds. Aujourd'hui, le montant de la subvention est tel que si l'État ne sait pas de se décharger progressivement de ce fardeau, les opérateurs au bout vont carrément arrêter les importations. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas payé à temps pour approvisionner le marché, il n'y aura pas de gaz du tout. Si l'État paye 60% et les consommateurs payent 40%, donc maintenant c'est l'inverse. Tout ce que nous vendons, nous encaissons directement. Et si c'était subventionné par l'État, souvent il faut attendre 6 mois pour rentrer dans ces fonds. Dans son communiqué du 1er septembre 2012, le gouvernement précisait que le gaz au Mali était le moins cher de la sous-région. Mais lorsque nous avons rencontré Badou Samounou, il nous a informé du contraire. Par exemple, le Burkina, les 6 kilos font 1560 subventionnés et les 12 kilos font 4000. Cela dépend de la période dans laquelle on se situe. Avant la période d'augmentation depuis novembre, on était les moins chers, effectivement. Mais aujourd'hui, la tendance s'est renversée. On est devenu un peu plus cher par rapport à certains. Les Maliens payent donc leur gaz cher. Et ce qu'il faut craindre, c'est qu'ils ne se retournent vers le charbon et le bois, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur notre environnement. Augmenter le prix du gaz au Mali, c'est contribuer à détruire l'environnement au Mali. Ce qu'il faut maintenant, c'est sensibiliser les exploitants forestiers. L'augmentation du prix du gaz va avoir des conséquences fâcheuses sur les ressources forestières. C'est l'agression des ressources forestières. Nous sommes en collaboration avec la Madère et d'autres structures pour justement aller à l'aménagement d'un certain nombre de massifs pour justement permettre l'exploitation rationnelle du bois et du charbon dans ces différents massifs. Certes, cette hausse des prix du gaz tombe au mauvais moment, mais les acteurs appellent à la mobilisation et au patriotisme. Aujourd'hui, moi, je voudrais demander au peuple d'accepter cet effort. Acceptons parfois le sacrifice. Nous n'avons pas demandé aux gens de prendre le de boycotter ou de faire quoi que ce soit, mais nous avons demandé au gouvernement, en association responsable, que le gouvernement revienne sur sa copie. En plus, l'espoir peut s'installer chez les Maliens, puisqu'un gisement de gaz a été découvert cette année à 45 km de Kati. Cela pourrait être la solution au problème de gaz au Mali. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le combustible soit disponible bientôt et à moindre coût. Nous l'espérons tous. Merci pour ce reportage et c'est la fin de cette édition. Nos programmes se poursuivent quand même avec l'interview de la semaine qui s'inscrit dans la mouvance de la célébration du 22 septembre. Yaya Konaté reçoit l'historien Jean-Bosco Konaré, professeur d'histoire contemporaine à la retraite, pour jeter un regard sur le parcours du Mali indépendant. Ce sera après ce journal. À suivre également dans le cadre de cette semaine spéciale consacrée au 22 septembre, un magazine sur le patriotisme. C'est une réalisation de Lamine Tchekoura Koulibaly. Demain, 10h-13h, vous seront présentés par Amara Malé Diallo. Amara que vous retrouverez d'ailleurs ce soir pour la dernière édition de la semaine du journal télévisé des formations. Demain, la grande édition, c'est une présentation du doyen et directeur général Baba Daga Maïssa, une édition spéciale à ne pas rater. Et enfin, une pensée à nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir à tous.